Sur France 3 Bretagne, bienvenue à toutes et à tous dans Vous êtes formidables. Ce matin, nous recevons un artiste incontournable dans notre région, Gilles Servat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Des décennies que vous chantez la Bretagne à travers des textes engagés, parfois teintés de poésie et de tendresse. Et voici le dernier né. Votre album à cordes déployées. Vous avez choisi ce matin d'être entouré par Patrick Audouin, guitariste, Jean-Michel Maévas, membre du Bagat de Locoing-le-Mindon, ainsi que de Mathilde Chevrel, violoncelliste. Bienvenue à tous les quatre. Gilles Servat, on a envie de vous demander comment vous l'aimez, votre Bretagne, aujourd'hui? Je n'ai pas changé, je l'aime toujours autant. Ouais. Et je la regarde évoluer, je la regarde essayer de vivre ce qui se passe maintenant. J'adore. Pour moi, la Bretagne, c'est le. Avant d'être la Bretagne, c'est là où habitent les Bretons. C'est le territoire. Oui. Alors après, c'est vrai que le pays, je l'aime aussi, ses paysages, etc. Mais je trouve que ce qui est formidable en Bretagne, c'est qu'il y a plein de pays, justement, différents, Broléon, Broggenette et tout. Et puis dans chaque territoire, il y a d'autres petits pays, etc. Et les gens sont différents et tout. Et j'adore ça, quoi. Voilà. Alors vous avez fait vos premiers pas en tant que chanteur sur l'île de Groix. Ça n'a jamais été un objectif pour vous de devenir chanteur au départ? Non, je faisais les beaux-arts. Et j'ai fini les Beaux-Arts en 68. Donc, ça c'est... Et puis... Révolution, esprit révolutionnaire. Il s'est passé des tas de choses. Moi, j'étais à Angers pour faire les Beaux-Arts. Et donc, on n'était pas... il n'y avait pas de CRS, il n'y avait rien, tout bon. Mais c'était assez calme. Et puis, mais bon, on a beaucoup fait de trucs, on discutait tous les soirs, on avait occupé le théâtre, etc. etc. Bon, c'était mai 68. Et puis après, fallait que je continue, j'avais fait de la sculpture. Et ce qui se passait dans l'art à l'époque, qui était en train de devenir abstrait, et puis il fallait de plus en plus faire ce qu'on nous disait de faire, et tout ça, ça me plaisait pas beaucoup. Et justement, mai 68, ça m'a beaucoup inspiré de choses. Et puis, je chantais, quand j'étais aux Beaux-Arts, je chantais dans des bistrots, et il y a un gars de Groix qui est venu, là, qui était représentant en produits pharmaceutiques, Serge Billan, il s'appelait, qui est venu, qui m'a entendu, on a sympathisé et tout, et il m'a invité à venir à Groix, à Pâques 69. Et il m'a emmené chez un patron d'hôtel-restaurant qui s'appelait Claude Touzoulic, qui faisait à manger et qui faisait, à partir de tous les midis, à 2h30, il arrêtait de faire à manger et il chantait, et tous les soirs, à 10h30, il arrêtait de faire à manger et il chantait. Et il m'a entendu chanter, il m'a dit « tu chantes avec moi ». Et il m'a invité à venir passer l'été avec lui, logé, nourri, où je chantais avec lui. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé, et que ce qui s'est passé, justement, bon, je connaissais la Bretagne un peu, j'ai passé mon enfance au Croisic et tout ça, j'avais entendu parler breton sur les quais du Croisic, surtout des bigoudaines qui faisaient de la broderie, mais j'ai découvert des tas de choses là, et puis comme c'était après mai 68, les jeunes de Groix qui étaient à faire des études et tout, ils étaient motivés, et on m'a appris des trucs sur la situation de la langue bretonne et tout, c'était très révoltant à l'époque. Ouais. Et donc j'ai décidé de chanter. Et c'est justement grâce à la chanson que vous allez vous plonger dans l'univers de la langue bretonne. Est-ce que vous vous souvenez de la première chanson en breton que vous avez apprise? Oui, la première chanson que j'ai apprise, c'est « Mesoganet et Crésormort ». Mesoganet et Crésormort, c'est un texte écrit par Jan Bercalor, qui était un poète de l'île de Groix, qui a été tué à la guerre de 14, et qui a été mis en musique par Jeff Le Penven après. Et c'est la première chanson en breton que j'ai apprise. C'était une chanson qui était beaucoup chantée par les gens à Groix, bien sûr, et que j'ai apprise là, oui. Alors, les années 70, ça a été pour vous des années de lutte, à la fois sociale, la défense de la langue bretonne. Ça a été vraiment une période fondatrice pour vous? Oui, c'était une période de lutte, et parce que, si vous voulez, la situation était vraiment très, très difficile. Et pour ce qui concerne la langue bretonne, par exemple, il y avait beaucoup de gens, même à gauche,
Moi, je me rappelle, j'avais un copain qui m'accompagnait à la contrebasse, qui s'appelait René Lemaire, et qui travaillait au CNET à Lannion et qui était au Parti communiste à la CGT. On était allé faire la fête de l'UMA à Paris, et puis on a été boire un coup dans un stand d'une section du PC par chez lui. Et quand je suis rentré, ils m'ont reconnu, ils m'ont dit « Oh, ça va, ça suffit, les chansons en breton, les chansons de facho, etc. » Donc pour ces gens-là, le breton, c'était une langue de facho, à cause de la guerre de 40. Et vous étiez cette génération qui voulait redonner un souffle à cette langue bretonne souvent décriée. J'ai voulu lutter contre ça. Il s'est passé la grève du juin français. Et à la grève du juin français, on a fait beaucoup de galas de soutien pour le juin français, où on chantait en breton. Donc ils se sont rendus compte que c'était une langue qui n'était pas seulement une langue de facho, mais qui est une langue de tout le monde, et même de gens qui étaient complètement à l'opposé. Et puis au grand défilé unitaire à Paris, au 1er mai suivant la grève du juin français, en tête du défilé, il y avait un drapeau rouge et un drapeau breton. Et à partir de là, c'est reparti sur des nouvelles bases. Toutes les années 70, c'est vrai que ça a été des années de lutte. Il y avait la droite était très très au pouvoir en Bretagne. C'était Marcelin qui était à Vannes, etc., etc. Et on essayait de Donc, vous avez combattu pour redorer le blason de cette langue bretonne. La suite de votre histoire, c'est dans quelques instants. On part découvrir les coulisses de Cobb Braze, une maison d'édition que vous avez souhaité mettre à l'honneur. Et Evan s'y trouve justement aujourd'hui. Et oui, bonjour Anne Fanté, bonjour à vous Gilles et bonjour à tous. Alors en effet, Cobb Braze, c'est votre maison de disques. On est dans leurs locaux, dans leur entrepôt. C'est là d'où partent tous vos disques, Gilles. Et justement, on est à Spézet, je précise, dans le Finistère. J'avais envie de commencer par une petite question. À votre avis, quel est le disque qui a été le plus vendu par Cobb Braze l'année dernière? Oh là là. Le mien. En toute humilité, le sien. Eh ben oui, c'est ça, c'est celui-là, c'est le vôtre, Gilles. Bravo, voilà, c'est bien, au moins vous le savez. Alors, on va faire la visite aujourd'hui avec Romain, que vous connaissez bien, Gilles, puisque c'est votre producteur. Bonjour. Merci de nous accueillir, Romain. Alors, il y a combien d'artistes qui sont signés chez Cobb Braze? C'est un nombre que même moi je n'ai pas, c'est en centaines, parce que Cobb Braze, c'est une entreprise historique en Bretagne, c'est l'entreprise culturelle historique qui est là depuis plus de 60 ans. Donc il y a un rôle aussi patrimonial qui est fort. Actuellement, on travaille à peu près sur une moyenne de 10 à 15 artistes par an, avec différents types de contrats. Des nouveaux artistes ou des artistes qui sortent des disques? Les deux. Par exemple, cette année, on a sorti un nouveau groupe de Fesnos qui s'appelle Baroque, du centre-Bretagne, de la région de Pontivy-les-Garrec. Ok. Donc on tente chaque année de sortir des groupes inédits aussi. Vous nous avez fait une petite sélection, la sélection du producteur de disques tout simplement. Que vous avez derrière vous. C'est tout simplement les disques de cette année, parce que je crois que c'est bientôt Noël. Et oui. Donc on va aller dans l'ordre inverse. On a fait un album de Noël cette année. C'est vraiment un projet de label, on va retrouver Dénès Prigent. Attendez, on va les montrer à la caméra. Donc le Noël. Annie Ebrel, avec Quentin Morvan, des nouvelles voix et des voix connues. On a eu Swag Sibéril le mois dernier avec un album Sentier partagé avec beaucoup de styles de guitare. L'album Baroque, groupe de Fesnos, qui est un peu la carte de visite de Cobb Braze. Prenez note, prenez note. Ok. Magnifique CD ici, une œuvre, le Bagat de Quimper, avec un CD, avec une gravure, avec une découpe laser très spéciale, avec le costume derrière sur un livret. Là, c'est une œuvre assez unique, un magnifique album, vraiment à avoir. On va retrouver. Attendez, vous nous en gardez deux pour la suite, parce que j'ai plein de questions à vous poser. Pourquoi est-ce que les artistes bretons font appel à vous plutôt que d'aller vers une grande major parisienne? C'est une bonne question. Merci. Il faut savoir que la Bretagne est un pays, un marché qui est différent du marché français. On ne va pas se le cacher, il y a une forte demande, il y a une forte proximité des artistes et du public en Bretagne, qui est aussi due au grand nombre de Fesnos, il n'y a pas de Fesnos d'ailleurs en France, qui est aussi due au grand nombre de festivals. Les plus grands festivals européens sont en Bretagne, et la Bretagne est la région européenne où il y a le plus de festivals. Donc c'est dans la culture des Bretons. Et c'est pour ça que Cobb Braze existe, c'est pour donner accès à cette culture, à cette diversité aux Bretons. Et justement, à Cobb Braze, vous ne diffusez pas que des disques, vous avez aussi des livres notamment. Bien sûr, c'est une grande activité aujourd'hui, l'activité principale de Cobb Braze. Et c'est même ce qui l'a fait naître, c'est-à-dire la diffusion des livres c'était il y a 60 ans. La diffusion des livres en langue bretonne, par exemple, ou sur l'histoire de Bretagne. Aucune grande maison d'édition, évidemment, à Paris ou en Europe ne le faisait.
Donc il fallait un distributeur. Là, ce qu'on voit ici, la logistique qui est Oui, on impressionnante. va en parler tout à l'heure aussi. Voilà, vous avez vu des milliers là, de livres et de cadeaux de Noël partir et de CD. Et donc c'est né parce que personne ne souhaitait distribuer la langue bretonne et la culture de Bretagne, donc il fallait qu'un Cobreise. Alors moi j'ai très envie d'en savoir plus sur le rôle que vous avez, c'est quoi être producteur, mais vous nous en parlerez tout à l'heure dans votre bureau. D'accord. Le bureau du producteur, c'est la classe et ça se passe tout à l'heure. Merci beaucoup Evan, à tout à l'heure. Alors avec Patrick Audouin, il paraît que vous êtes les copains de la première heure. Alors vous êtes rencontrés au festival de cornemuse à Brest, c'était les dernières fêtes des cornemuses à Brest. Est-ce que vous vous en souvenez de la première fois où vous vous êtes rencontrés? C'est dans quel cadre? C'est-à-dire, je sais qu'on s'est rencontrés ce jour-là, mais j'ai qu'un souvenir très vague. En fait, Gilles était là, c'était au Palais des Arts à Brest. Ouais. Et moi, j'accompagnais Alan Stivell avec Dan Arbraz, c'était un trio. D'accord. Voilà. Et puis voilà, c'était la première fois. Donc tu chantais C'était la première fois. Ouais. C'était en 70. en 70. Ouais. Et c'était une date importante pour vous, ces dernières Oui. fêtes des cornemuses à Brest? Oui, parce que c'était la première fois que je chantais devant autant de monde. Combien de personnes? Je sais pas, c'était Oh, plein. c'était plein, il y avait 900 personnes, disons. 900 quoi, personnes, ouais. ouais. Bon, Impressionnant pour impressionnant, oui. le jeune Et chanteur puis que bon, vous étiez. c'est des chansons que la Blanche Hermine, c'était la première fois que je la chantais devant tant de monde. Et j'ai vu que, oula, si j'avais demandé aux gens de sortir et d'aller tout casser sur le port, ils seraient tout cassé Ouais. sur le port. Donc il y avait quelque chose qui se passait. Justement, pour revenir sur ce titre, La Blanche Hermine, dont on va écouter quelques notes dans un instant, est-ce que vous vous attendiez à une telle trajectoire pour ce titre? Pas du tout. Pas du tout. J'ai écrit après avoir chanté à Groix, je suis allé à la fin de l'été. Claude Pouzoulic m'a dit, je sais pas si je pourrais te nourrir tout l'hiver. Et donc je suis allé à Paris et puis j'ai commencé à chanter dans un restaurant qui s'appelait le Tijos, qui existe toujours mais qui est plus au même endroit. Et puis je faisais la Manche et j'ai écrit La Blanche Hermine là au début de 70. Et puis je l'ai chanté le soir, je l'ai écrite dans la journée chez moi, et puis je l'ai chanté le soir, et on me l'a redemandé 2-3 fois, et puis je faisais la Manche. Je suis rentré chez moi, j'avais les poches pleines. vachement pleines et tout, je me suis dit, oh là, ça va marcher. Jean-Michel Maévas, La Blanche Hermine, c'est vraiment un incontournable aujourd'hui dans la musique bretonne. Depuis que je suis tout petit, Ça fait partie des ouais, classiques. ça fait partie des classiques, quoi. Donc, Ouais. ouais, bien sûr. Alors, vous allez travailler dans les années 90 ensemble. Donc, Alors, ouais. qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai commencé à travailler avec les Triskel. Ouais, les Triskel, justement, vous allez vous réunir sur un projet qui s'appelle À l'Albatros Fou. L'Albatros C'est ce qui Fou. vous a réunis. Est-ce que finalement la mayonnaise a tout de suite pris tout de entre, suite. entre vous deux? Je pense, ouais. Parce Ouais. qu'on s'est retrouvés au studio, tu te rappelles? Moi, Ouais. j'avais monté un studio 2 ans auparavant, en 88. Et puis, il y avait ce spectacle qui était une commande, en fait, du festival Canal Loire à Landerneau. Donc, on a réuni les musiciens de Gilles. Et les vôtres. Et puis, les Triskel, les 2 harpistes, et puis moi. Et puis, on a commencé à répéter. Et ça a été un spectacle super, quoi. Ça vous fait quoi de revoir ces images, oui. Gilles Servat? Là, on était jeunes. C'est émouvant. Ouais, c'est émouvant. Ouais. C'était des belles années. C'est des belles années. Et puis, c'était encore. Ce qui s'est passé dans ma vie, souvent, c'est ça. Tout d'un coup, j'ai fait autre chose. Avec les Triskel, avec eux, tout ça. Ouais. Et à chaque fois, c'est comme ça, quoi. Et au bout d'un certain temps, il faut faire autre chose. Et puis, là, c'était, c'est reparti sur des trucs un peu fêlés, en plus. Avec les Triskel. C'est une photo Ouais. des jardins du Tabor à Rennes. Ah ouais. Pour les tombées de la nuit, je Ouais. pense, ou quelque chose comme ça. Vous étiez un peu foufou à l'époque? Un peu. Foufou. On est toujours. Vous l'êtes toujours? Oui. Ah, bah oui. Débordant d'énergie, envie d'aller loin, de voir loin. Oui, Ouais. toujours, ça n'a pas D'accord. changé, ça. Ouais. C'est aussi dans ces années-là, années 95, que vous allez collaborer aussi avec le Bagat de Loquel-Mandon. C'est le Ouais. début d'une autre histoire, ça. Alors pareil, moi je suis venu habiter à Loquel-Mandon en 95 et la première fois que je suis venu chanter,
C'était en 94, je pense, ou même peut-être en 93. 13, ouais, c'était 93, ouais. c'était pour Et la, j'étais venu pour faire il y avait eu un gala qui était pour que... pour la création de la filière bilingue à Lecoq-Almadon. Voilà. Et donc j'étais venu chanter. Et puis il y avait le Bagad qui jouait. Ils m'ont demandé si on n'avait pas quelque chose à faire ensemble. Et on connaissait une chanson irlandaise, D'accord. Voilà. The Foggy Dew. Foggy Dew Je qu'on connaissais le Foggy a Dew, joué eux en aussi. 90, nous. Ouais. Et donc on l'a fait sur scène. Et puis après le spectacle, on est parti avec... Ah là là. On est À parti l'Olympia, c'est ça? Non, Non, avant. on est parti avant manger des huîtres à Loqual. On était mangé Ah, des donc huîtres bon à Loqual. souvenir des souvenirs, c'était... Et là, de fête, on voilà. peut dire ça comme ça. Et puis là où on a mangé des huîtres, il y avait à boire aussi. Voilà. Et donc on a passé un super moment. On Et imagine, on imagine bien. Et je suis revenu l'année d'après, etc. Et voilà comment je suis venu habiter à Groix. Est-ce qu'on avait la pression de Le jouer, Palma. de se produire avec Gilles Servat quand on a un bagad tel que le vôtre? Bah déjà, à l'époque, quand on a commencé avec Gilles, Gilles, on le voyait on l'a vu arriver à Madon. C'était un monsieur, quoi. Donc, il y a la Blanche Hermine qui... Avec le succès de la Blanche qui Hermine, résonnait ouais. partout, quoi. Et donc, comme tu dis, on avait fait Foggy Dew, on a fait Maisogonnette. Il y a eu plein de morceaux comme ça que tu avais déjà... que tu avais déjà chanté et après qu'on en a repris avec toi, quoi. Donc, Et vous allez quand même faire 3 Olympias, c'est ça, ensemble? on a fait un Olympia avec le Bagad, donc il y avait quand même 2 bus qui partaient de Loqual, direction l'Olympia, Ouais. un avec le Bagad et un autre avec les spectateurs. Et puis après, moi j'en ai refait 2 autres avec mon frère, puis avec Avec Gilles, ça reste un quoi. souvenir Ouais. mémorable pour vous? Ah oui, c'était... Parce que Déjà, quand on voit Gilles Servat en lettres rouges sur l'Olympia, on sait qu'il y a... Il y a Brel qui a passé là, il y a Piaf. Ouais, tous les artistes tous de les artistes. renom ont Encore plus, on a fait Olympia. l'ancien Olympia et Ouais. le nouveau, parce qu'il y a une période de reconstruction. Ouais. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose? oui, parce Gilles Servat que j'ai joué avec le Bagad, mais j'ai joué aussi avec Jean-Michel et son frère. Les frères Maevas, oui. Voilà. Frère Maevas, Ouais. ça, on a fait des trucs tous les trois. Et, ouais. Donc le Bagad a tourné une bonne partie avec Gilles, et puis après il y a eu une pause avec le Bagad, et par contre avec Christophe, avec mon frère, on a continué de voyager avec Gilles, quoi. Donc, Pourquoi ces années 90, elles ont été mémorables pour vous? C'était vraiment un tournant dans votre carrière? C'est pas un tournant, mais oui, il s'est passé des tas de choses. Donc, je veux dire, les années 70, comme on disait tout à l'heure, c'est des années très De lutte? politique. Les années 80, c'est des années où tout d'un coup, ça s'est... mais, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, il y a eu les écoles d'Iwan qui ont commencé. Il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait dans les bagadous. Et dans les années 90, justement, les bagadous... C'était l'explosion, en fait, voilà, de toute on cette fait- il y a eu une créativité. explosion. C'est pareil, moi je me rappelle, je suis allé faire les foins chez Angela Duval en 72, et en 82, 10 ans après sa mort, ou en 82, plus que ça, 10 ans après sa mort, ils ont fait un petit spectacle à côté de chez elle, là, et à Vieux-Marché, et je chantais, j'ai mis des poèmes d'Angela Duval en musique, et je chantais, et il y avait 10 enfants d'école d'Iwan qui chantaient en Chantaient avec breton avec vous, moi. Oh là 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 là, là c'était... Un Donc grand tu vois, moment si vous voulez, c'est d'émotion des choses pour qui vous. sont passées, tout Ouais. ça, ouais. Et puis les années 90, justement, ça a été l'explosion. Et l'éclosion des choses qui avaient été travaillées dans les années 80. Alors il y a eu l'héritage des Celtes. Qui a Et été puis- très important pour vous avec Dan Arbraz, notamment. Ouais, avec Dan Arbraz. Et puis il y a eu ça après, qu'on a fait, quand j'ai commencé à travailler avec le... Avec les Triscales, c'était avec avant, les Triscales. avant l'héritage des Celtes. Ouais, c'est les années 80, au début des années 80. Bon, Gilles, on va marquer une pause. Si vous voulez bien, on va retourner direction Spézet, dans les locaux de Cobb Brace avec Evan. Eh oui, l'héritage des Celtes, hein, j'en profite pour rajouter, mais c'était trop bien. Bon bref, ça c'est dit. On va maintenant aller dans le bureau de votre producteur, Gilles, parce que je me suis toujours demandé ce que ça faisait vraiment un producteur de film. Est-ce que ça passe son temps dans son bureau à fumer son cigare? Eh ben non, visiblement, non, ça caresse son petit chien. Bon, rebonjour Romain. Allergique au tabac, il fume plus. C'est pas le cliché qu'on a des producteurs d'artistes. Non. Une petite anecdote peut-être sur Gilles. Est-ce qu'il est facile à produire? Alors Gilles, il est extraordinaire à produire. Ah. J'ai une petite anecdote sur l'enregistrement qui m'a émerveillé. Je peux vous dire que l'album de Gilles Servat, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis quand même. Mais entre nous, hein, ça reste entre nous. Oui, évidemment, bien sûr. Plus de la moitié a été enregistrée en une prise au niveau voix. Ah ouais, J'ai jamais vu ça.
C'est à ça qu'on reconnaît un grand artiste ici. Bah là, c'est plus un grand artiste, c'est vraiment l'artiste majeur de Bretagne. Bon, vous avez votre producteur dans la poche. Hein, on l'aime, on l'aime. Gilles, on l'aime. Être producteur, ça veut dire quoi? Nous, grand public, on ne sait pas forcément ce qui se cache. On voit les artistes, on voit les musiciens, mais on ne voit pas l'envers du décor. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Eh ben, c'est déjà un travail qui doit être caché parce qu'on est là pour travailler dans l'ombre, tout ce qui est juridique, tout ce qui est cession de droit à l'image, la fixation des enregistrements, mais aussi travailler avec tous les partenaires qui sont très nombreux. Un disque comme Gilles, c'est 25-30 personnes qui travaillent dessus. Mais qui, par exemple, l'ingénieur du son? Voilà, des ingénieurs du son pour le mixage, pour la prise de son, pour le mastering. C'est 3 étapes différentes où on va accompagner les équipes artistiques. Il y a aussi une équipe juridique, il y a aussi une équipe administrative, il y a aussi le ou les graphistes, photographes. Enfin, voilà. Et après, il y a tout ce qui est distribution commerciale, le label qui va fabriquer les supports. Le digital, donc on a des experts du digital. En physique, on a un distributeur physique ici à Cobraise, qui est le Cobraise Distribution. Donc c'est tout. Et après, la distribution, c'est aussi des commerciaux. Ah oui, tous les jours en physique, dans les magasins. Enfin voilà. On va se lever, si ça vous Bien dérange sûr. pas, avec votre chien. Parce que j'aimerais qu'on parle du côté digital. Vous en parliez justement, et votre collègue qui gère le digital, il est là-bas. Comment est-ce que quand on est une maison de disques, on s'adapte à la digitalisation? Je vais y arriver, il y a de moins en moins de disques qui se vendent, j'imagine, il y a de plus en plus d'écoutes sur Internet. Donc comment est-ce que vous arrivez à gagner votre vie tout simplement et faire en sorte que les artistes soient rémunérés pour leur travail? Alors ce qui est important, c'est justement notre travail de la moindre écoute, c'est une vente en streaming. Ici, on regroupe dans nos ressources un petit peu plus de 1 500 000 streams par mois actuellement. Ah oui. Et ça représente 1 500 000 ventes, tout simplement. On est le garant de la non-exploitation gratuite de la musique. Et en échange de ce qu'on appelle des royalties, l'artiste nous autorise à exploiter ce répertoire. Et donc, nous, on a la responsabilité de rendre ces royalties avec des bilans comptables tous les 6 mois aux artistes. Et c'est un travail de confiance. L'une de vos responsabilités, c'est aussi de promouvoir l'artiste là où il ne pourrait pas forcément le faire, notamment en essayant que les musiques celtiques que vous défendez soient prises, par exemple, dans des films. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est le gros travail du label, c'est le travail de promotion via des attachés de presse, évidemment, sur la presse bretonne en priorité, nationale, européenne, francophone en général. Et c'est aussi le travail de promouvoir la musique aussi à l'image, c'est-à-dire en synchronisation. Un petit exemple vite fait, pendant l'année dernière, il y a eu un film qui est sorti en Turquie, Netflix Turquie. C'était une musique de Skiban Kemener. Ah oui. Au moment où le film est sorti, c'est un film à succès en Turquie. On était premier en digital sur ce titre-là, par exemple. Donc on voit l'importance. Faire en sorte que la Bretagne conquiert le monde par la musique, ça c'est malin. Et ça, on valide. On se retrouve dans une poignée de minutes avec Daniel, le directeur de Cobraise, pour vous parler des autres produits culturels qui sont proposés par Cobraise. Ça va se passer tout à l'heure avec de belles images. On vous montrera ça dans une poignée de minutes. À toi, Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Gilles Servat, je vous propose de faire un bond dans le temps. On va passer des années 90 à 2016 avec 70 ans à l'Ouest. Qu'est-ce que vous aviez envie de partager dans cet album anniversaire? 70 ans à l'Ouest. Oui. Bah, j'ai appris des chansons, j'ai travaillé avec des musiciens. C'était très sympa, quoi. Pour la première fois, il y avait Mathilde, d'ailleurs, avec nous. C'était votre première collaboration. Voilà. Et puis, du coup, j'avais mis 2 strophes d'un long poème de Jan Berkalor en musique, où il parle de quand il est sur les tranchées, etc. Et puis, c'est toi qui avais fait l'arrangement de ça, en fait, juste violoncelle et piano. Et quand ce son-là, violoncelle et piano, ça nous a donné envie d'aller faire un spectacle où il y aurait des violons, violoncelles, piano. Et c'est justement avec cet album 70 ans à l'Ouest que vous vient aussi l'idée d'accords déployés. Voilà, donc vous allez réunir la fine équipe Patrick Audouin, Mathilde Chevrel. On va écouter quelques notes du titre Les Prolétaires. Ça va arriver. Ouais. Qui répandent le deuil sur l'onde. Donc Mathilde, c'est vraiment un titre qui vous a marqué, vous, dans votre jeunesse. Se retrouver à arranger des morceaux qui vous ont marqué, qui vous ont bercé. Est-ce que c'est un exercice particulier en tant que violoncelliste?
Oui, et en même temps, je dirais que c'était un honneur de le faire. Donc, Ouais. mais après, je crois que la musique démo, de toute façon, m'a inspirée beaucoup. La voix de Gilles m'a beaucoup inspirée aussi. Et c'est vrai que dans cet album-là, j'ai aussi réuni un peu tout ce que j'aime dans la musique. Et, D'accord. donc, et le mettre au service d'une voix, ça c'est... Et qu'est-ce qui vous touche en particulier dans ce titre, Les Prolétaires? Alors, les Prolétaires, je trouve que c'est une chanson qui traverse le temps, qui parle à tout le monde, qui parle à toutes les générations. Et je pense que c'est vraiment un titre qui met tout le monde d'accord. Et donc, c'est quand même formidable. Et c'était important pour vous de croiser les générations justement sur Oui. cet album? Tout à fait. Et puis, ce qui m'a étonné dans ce que fait Mathilde, c'est que entre chaque couplet des Prolétaires, elle a incorporé du Schubert. Génial. Quand la première fois qu'on a fait ça, puis quand on a été le jouer devant les gens après, on avait répété ça, je me disais, oh là là, comment le public va prendre ça? Génial. Ouais. Bon, j'ai dit, ok, on y va. Je ne m'attendais pas à tout ça. Mais c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on avait fait avec les Triskel, c'était un changement complet. Et là, avec ce spectacle-là, c'est pareil, c'est un changement complet aussi dans beaucoup de choses. Vous faites partie aussi de cet album. Pas du dernier Non, album. pas du dernier. Pas du dernier. Ah, Celui d'avant. petite erreur. Alors, 70 ans, ouais, ouais. je me demandais, ce duo musical que vous formez finalement depuis quelques années, on se connaît vraiment par cœur dans ces cas-là. C'est des On moments. les compose duos. comment finalement, presque? Ouais, les duos, il y a quand même une certaine pression. On est seul, on se repose sur rien que. C'est l'accompagnement pur du chanteur, quoi. Alors, c'est des moments exceptionnels. C'est vrai. Enfin, pour moi, c'est plein d'émotions, quoi. Voilà. Mais pour faire un duo, il faut qu'il y ait vraiment de l'amitié, quoi. Ouais. Ça. Autrement, bon. Et puis que ce soit chaleureux. Et moi, j'aime bien, voilà, quand je joue avec les frères Maevas, c'est chaleureux. Quand je joue... Il est chaleureux, Gilles, il voilà. est partagé. Non, mais c'est vrai, il faut que ça soit comme ça. Ouais. Si c'est... non. Et vous êtes tous assez unanimes aussi sur sa voix. C'est quelque chose qui vous touche chacun profondément. Enfin, qu'est-ce qui vous procure quand vous l'écoutez, Gilles Servat? Il y a un côté presque envoûtant, c'est ça? Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà que c'est une voix unique dans le sens où il n'y a pas beaucoup de voix aussi graves, je dirais. Et c'est vrai que je vais mettre en parallèle le violoncelle, hein, parce que C'est votre spécialité. c'est vraiment en fait dans la même tessiture. Mais c'est vraiment les fréquences aussi qui font du bien, je trouve. Et en fait, je l'ai observé, par exemple, chez les nouveau-nés. C'est que ces sons graves, là, ça les rassure, ça les met bien. Et je pense que du coup, c'est pareil pour nous. Il a une voix unique pour vous, Jean-Michel Et Maevas? nous, avec les instruments qu'on a, cornemuse, bombarde, en si bémol, ça roule tout de suite, quoi. Il n'y a pas y a pas besoin de faire des montages, des arrangements et tout ça. La gamme si bémol de base, ça roule tout de suite, quoi. C'est bien. Oui. Ouais. Pour les ingénieurs du son aussi. Gilles Servat, quand on se dit, tiens, c'est bizarre, mon micro, il marche mieux. Avec Il n'y a rien à faire. On prend le son et c'est bon. Oui. Il n'y a pas de correction de ceci, cela, pas trop de S, pas trop de... Enfin, c'est vraiment... ouais, c'est une voix... Chérissez votre voix au quotidien, Gilles Servat? Non, mais j'aime bien chanter, oui, j'aime bien chanter, c'est vrai. Mais je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que ça aurait été bien aussi que... Alors, j'ai pris des cours de chant lyrique. Et toutes les semaines, j'allais faire du chant, j'allais chanter des morceaux d'opéra avec une amie qui est prof de chant aussi, à côté de chez moi. Et ça m'a fait du bien, j'ai appris à respirer, j'ai appris et tout. Voilà. Et donc, il faut, faut... Alors, je fume pas,
Donc, j'ai pas de problème. Donc c'est pas à cause de la cigarette que vous avez cette voix si grave. Non, non, non. Non, non, non. Alors on va parler d'une période qui a été un petit peu compliquée pour vous, le Covid, qui vous a empêché là. d'être sur scène pendant 8 mois. Mais heureusement, grâce au Bagad, vous avez pu vous occuper avec un clip dont on va regarder un petit extrait. Ça m'a fait du bien. Men ørjon, gjør du kisel, ørmen kallet, ja det vutine. Jeg gjør grønven ryst, ja det vutkin flur, i den kalondo. Tailleur de pierre, ça vous a fait du bien de retrouver ces musiciens. C'est la première fois que ça vous arrivait dans votre carrière? Une si longue coupure sur scène? C'était la première fois, oui. Ouais. Jamais connu ça, oui. Ou des choses annulées l'année dernière aussi, à la fin du confinement. Enfin, l'année dernière, oui, c'était l'année dernière. À la fin du confinement, on devait jouer à côté de Nantes, au Pèlerin, le 30 octobre. Et ça avait été annulé le matin même. Donc, c'est des trucs, ça c'est... Et puis rester sans rien foutre. C'est assez stérilisant même pour moi. Ça vous a fait beaucoup de mal. Ouais. Vous êtes très attaché à Gilles au Bagad, Jean-Michel Mahévez. Quand on voit ce clip, c'est un peu votre coqueluche aujourd'hui maintenant, Gilles Servat, si je puis être familier. Ouais. Surtout que, en faisant ça, ce clip, là, déjà, il fallait trouver des idées pendant cette période de Covid, d'essayer d'innover un peu. Et puis là, le Bagad, les responsables du Bagad, les pensionneurs, ils ont adoré. Ils ont adoré. On a trouvé la solution, justement, de faire l'enregistrement et après faire les images. Et aussi, pour nous, c'est une expérience vraiment très bien parce que caler le son avec les images, c'est pas facile. Quoi. Donc, chacun a appris chacun son métier, de cette expérience. Ouais, j'ai écrit les paroles. Ouais. Et puis bon, on a même répété dans la salle de l'École Manon, la salle Émeraude, on a répété dedans tout le Bagad et nous, on a eu de la chance, alors que c'était... barrières et tout ça, c'était pas facile. C'est compliqué, mais vous l'avez quand même fait. Non, mais c'était bien de se retrouver tous là. Ça a fait du bien. Ah, oui. On repart une dernière fois direction Spézet pour retrouver Evan qui est aujourd'hui chez Cobb Braise. On est toujours dans les rayonnages de Cobb Braise à Spézet avec vous, Daniel, puisque vous êtes le patron ici. Et alors, c'est dans cet entrepôt que sont expédiés des milliers de produits bretons dans le monde entier, probablement. On peut dire ça. Et pas que des disques, on le disait tout à l'heure, vous faites aussi des livres. Pourquoi Cobb Braise est à ce point diversifié? On est au cœur d'un sablier entre une offre pléthorique de produits culturels, le livre principalement, et la musique ensuite, et aussi les jeux de société. Ah oui. Et nous diffusons dans le restant du sablier, c'est l'ensemble des libraires, des établissements culturels, des établissements touristiques, en Bretagne et partout ailleurs, sur des centaines de points de vente qui sont, on va dire, amateurs et, de la culture bretonne et de toute la créativité de la Bretagne, qui est vraiment une terre d'édition énorme et une terre de créativité énorme. Et alors, toutes les commandes partent d'ici, c'est un vrai entrepôt logistique, mais 100% breton. Voilà, nous avons une force de vente qui irrigue le Grand Ouest et ensuite des relations avec des centaines de partenaires ou de libraires, de chaînes de distribution de produits culturels sur l'Hexagone et même au-delà, puisqu'on travaille aussi à l'international. Et à partir d'ici, il y a des expéditions quotidiennes de livres, de disques, de jeux de société qui partent du centre Bretagne pour aller alimenter... Ça, c'est beau. C'est magnifique. Alors, dans Cobb Braise, il y a COP, ça veut dire que l'entreprise appartient à ses sociétaires. Et ça, c'est quand même assez original pour une maison d'édition ou une maison de disques. Alors, c'est lié au père fondateur de Cobb Braise, il y a maintenant plus de 60 ans. C'est la forme coopérative qui a été choisie pour constituer le capital et constituer aussi le pilotage de l'entreprise, puisque ce sont des sociétaires militants, promoteurs de la culture bretonne, qui ont décidé de s'associer financièrement pour pouvoir lancer cette entreprise de distribution
et qui est devenue une entreprise d'édition Ah oui. et une entreprise de production musicale. Bon, Daniel, c'est pas que on n'a pas beaucoup de temps, alors je vais faire venir Trifine maintenant, qui est en charge des éditions chez vous. Et vous saluerez bien Gilles. Et il vous regarde, donc vous lui faites coucou et il vous voit. Bonne année Gilles. Allez-y, Daniel. Et Trifine, bonjour. Bonjour. Trifine, vous êtes en charge des éditions jeunesse ici à Cobbraze. Tout à fait. Je vous avais demandé de préparer une petite sélection de 3 livres. Je pense qu'on a du temps pour en présenter une. Ouais. Donc votre petit coup de cœur du moment, c'est quoi? Ah bah écoutez, je vais vous parler du coup de cœur de l'année parce que c'est une tranche d'âge qu'on n'avait le pas montre. encore ciblée. Chez Beluga, qui est donc le label jeunesse des éditions Cobbraze. C'est un roman fantasy pour les enfants à partir de 9 ans et adolescents, young adults comme on appelle ça maintenant. Ok. Et donc on retrouve tout un univers de korrigans, de kelpies, de fées, de sirènes. C'est vraiment très bien écrit. C'est une jeune autrice de la région de Loudéac, associée à Sénifine, une illustratrice qui pour elle n'est pas bretonne, elle est dans la région de Grenoble. Bon bah voilà, le message est passé. J'ai hâte de le lire en tout cas. Ouais, j'espère. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être un jour une BD sur la vie de Gilles Servat? Bah pourquoi pas, bien Ah, sûr. bah voilà, j'ai peut-être trouvé un créneau et je deviendrai auteur avec Très Cobbraze. bien. Non, je pense pas. Merci beaucoup. Désolé, on n'a plus le temps déjà, mais merci en tout cas. Et Gilles, bravo pour ce que vous faites. C'est à vous. Merci beaucoup, Evan. À bientôt. Pourquoi c'était important pour vous, Gilles Servat, justement, de mettre en lumière aujourd'hui Cobbraze? Ça représente quoi pour vous? Bah Cobbraze, c'est la maison avec laquelle je travaille et que j'ai commencé. C'est après. Le premier disque qu'on a fait, nous, c'était Keltia Music. Et puis après, je suis allé chez Cobbraze, voilà. Et puis, depuis. Une relation de fidélité qui vous lie? Non, mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Voilà, c'est une maison d'édition, c'est une coopérative. Ils sont à Spézet en plus. Voilà, c'est pas à Rennes ou à Nantes ou à Quimper, c'est à Spézet. Il faut y aller. Et puis c'est bien parce que moi, quand je vais à Spézet, je passe par un col dans les montagnes noires et puis je vois les monts d'Arrée en face, etc. Et c'est super, j'aime bien aller à Spézet. Et puis non, mais cela dit, je m'entends très bien avec Romain Sponagel, je m'entends très bien avec le nouveau directeur aussi. Et je trouve qu'ils ont redonné un souffle. Du souffle, ouais. À cette culture bretonne. Alors c'est peut-être Ouais. des talents que l'on connaît moins de vous. Il paraît que vous avez été comédien dans une autre vie. J'ai été, oui, dans les années 80, j'ai fait du théâtre. Ouais. Alors j'ai fait du cinéma aussi. Aussi, ouais. J'ai Vous avez tenu le rôle principal de Roger dans La Folle de Toujane, La Folle de Toujane, René ouais. Vauthier. De René Vauthier, qui Ouais. a été tourné en Tunisie. Ouais. Et bon, mais ça, c'était assez spécial quand même. Hein. On a vu quelques images qu'on n'a pas pu diffuser. Ouais, non, mais, c'était bon. Alors le cinéma, c'est un truc... ça vous a pas plu? Si, parce que c'était avec René. Ouais. Voilà, bon. Mais s'il avait fallu que j'apprenne les scènes, que je les rejoue 4-5 fois et tout, bon, c'est pas pareil. Par contre, j'ai fait du théâtre avec comment s'appelle cette troupe la Chimère. À Hennebon, j'ai joué 2 fois pendant l'été. Et puis, j'ai fait de l'irlandais ancien. J'ai pris des cours d'irlandais ancien à la fac de Rennes. J'ai traduit un conte en irlandais ancien et je suis devenu conteur aussi. J'ai fait du conte sur scène. Voilà. Artiste complet, en fait. Alors, on l'imagine pas comme ça, parce que nous, on vous connaît surtout pour vos chansons. Mais... Oui. Mais bon, vous aviez eu envie de vous essayer à d'autres univers? Il y a quoi? Il y a une semaine, on a fait un cabaret chez ton fils, Ouais. Chez Joachim, ouais. chez Joachim, et donc, j'ai fait le conte, là. Alors au début, quand je t'ai demandé ça, j'avais un peu peur parce que ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas fait. Ouais. Ouais. Donc c'est quand même un pavé qui est... donc là, pour l'apprendre par cœur... Et il a réussi avec brio. Bravo. Non, je l'ai rappris, je l'ai relu et c'est revenu très vite. Oui. Parce qu'il y a une mémoire de la chanson, du comédien, etc., qui fait qu'on... Et Gilles, on a une petite dernière question. 50 ans de carrière, est-ce que vous avez aussi le sentiment aujourd'hui d'avoir construit une famille musicale dont les membres sont en partie ici sur ce plateau? Je ne pense pas que ce soit une famille. Ouais. Non, j'ai travaillé avec des gens qui m'ont apporté, auxquels j'ai apporté quelque chose aussi, mais ils m'ont apporté et tout. Et il y a des liens d'amitié qui se sont faits. Mais
Ouais, famille peut-être, je sais pas, mais c'est C'est plutôt... peut-être pas le bon mot. C'est plutôt des liens d'amis. Et il s'est passé, ceux qui sont là, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Quoi. Moi, j'ai appris quelque chose avec eux. Voilà. Votre carrière est faite de rencontres. C'est fait des qui ont rencontres, marqué, c'est fait ouais. des rencontres qui nous font aller dans une autre direction. Voilà, et avec eux, c'est ce qui s'est passé. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous ce matin. Merci Gilles Servat d'être venu sur notre plateau. Je rappelle, votre dernier album, Accords déployés, est disponible sur Cobraise, évidemment. Merci à tous de nous avoir accompagnés ce matin. Merci. On va juste dire, il y a 2 autres musiciens dans ce... Il y a Philippe Turbin, avec qui j'ai beaucoup travaillé au piano. Et puis il y a Mathilde Chevrel. Florian Merci Potier. beaucoup. Bonne journée sur France 3.